Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à ce Parole d'expert. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue au nouveau. Moi, je me présente, Swad, cofondatrice de Fasterclass et directrice pédagogique. Rapidement, pour présenter, avant de nous lancer dans le sujet avec Judith, Fasterclass est un organisme de formation et de coaching qui a pour mission d'accompagner les dirigeants, et leurs équipes à construire une performance collective durable. Et aujourd'hui, on se retrouve, pour ce Parole d'expert avec Judith Castro pour parler engagement, engagement des équipes en période de transformation. Alors, Bonjour. je suis ravie de t'accueillir, Judith. Judith est une de nos expertes et formatrices du réseau donc Fasterclass. Ça fait 25 ans qu'elle est dans le métier. Elle est formatrice et conférencière. Elle est spécialisée dans les sujets de management, de leadership et de growth mindset. On va en parler. J'adore présenter Judith à nos prospects et nos clients comme un soleil sur pattes parce que, elle a une énergie de dingue. En tout cas, nous, quand on l'envoie en mission chez nos clients, on sait que ça va bien se passer. Les retours sont à chaque fois dithyrambiques et je suis donc ravie de te retrouver, Judith, parce que je sais qu'on va passer un bon moment ensemble et qu'on va faire passer un bon moment, à celles et ceux qui nous écoutent. Merci Swad. Je suis ravie d'être là. Bonjour à toutes et à tous. Super. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui nous saluent depuis le chat. Bonjour à tous. Judith, on commence? Allez, c'est parti. Pourquoi on a choisi rapidement le sujet de la transformation? Parce qu'en ce moment, on reçoit et Judith, on travaille ensemble sur les sujets, beaucoup de demandes sur, la période de transformation, la question de l'engagement des équipes, pourquoi ça prend pas. On est en train de travailler aujourd'hui sur une nouvelle formation, ensemble, pour dire à quel point la demande elle est pressante. Donc pour commencer et lancer le sujet, et on rentre vraiment dans le vif du sujet. Judith, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, qu'est-ce qui distingue, une transformation qui prend sur le terrain, on a l'impression qu'aujourd'hui c'est le Graal et d'une transformation qui reste un stade de projet ou sur des slides ou dans la bouche, de la direction? Effectivement, là, on rentre dans le vif du sujet. Je te remercie, Swad, pour cette présentation et pour cette première question. Alors, ce qui fait la différence entre une transformation qui fonctionne et une transformation qui patine, bah, évidemment, il y a différents éléments. Peut-être de mon expérience, ce qui ressort le plus, c'est souvent pas suffisamment de temps d'appropriation. Donc, quel est le temps d'appropriation qui est laissé aux équipes? Dans certaines organisations, beaucoup de d'infos top-down, c'est très très descendant. Les équipes ne sont pas systématiquement impliquées dans le changement. Le manque de sécurité psychologique aussi, ça c'est, on en reparlera, j'espère, dans le webinaire, parce que se sentir en sécurité psychologique, pouvoir dire qu'on n'est pas d'accord ou pouvoir exprimer à tout moment ses doutes, ça c'est vraiment essentiel. Et puis, le dernier point sur lequel je me suis vraiment spécialisée ces dernières années, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit dans lequel sont les managers, l'état d'esprit dans lequel sont les équipes. Et il y a quelques années maintenant, je me suis vraiment penchée sur le sujet du growth mindset parce que cet état d'esprit, il fait vraiment toute la différence. Et j'aimerais vraiment vous présenter le growth mindset. Bah, let's go, Let's go. Donc, allons-y. c'est le growth mindset. Donc, il y a une chercheuse américaine, professeure Carol Dweck, qui enseigne à l'université de Stanford. C'est elle, hein, tout le travail de recherche vient de Carol Dweck. Elle a vraiment déterminé qu'il y avait deux états d'esprit chez les personnes. On était ou dans le growth mindset ou dans le fixed mindset. Je vais vous présenter ces deux états d'esprit. Et en fait, selon l'état d'esprit, notre tendance dans laquelle nous nous trouvons, on va aborder le changement, les erreurs, la difficulté. On va l'aborder de manière totalement différente. Et peut-être juste pour la petite histoire de Carol Dweck et comment elle en est arrivée à travailler là-dessus, elle se posait la question de se dire, mais comment est-ce que face à une même situation difficile, les personnes réagissent tellement différemment? Mmh. Et donc, ça, c'était vraiment son point de départ. Elle est psychologue de formation, donc c'était son point de départ. Et elle a commencé à mener de la recherche autour de ça. Et il y a eu une recherche qui a déclenché vraiment ce sujet
du fixe et du growth mindset, c'était auprès d'enfants, parce qu'elle travaillait sur des enfants, des adolescents et des adultes. Elle a fait passer un test à des enfants d'âges vraiment très différents. Et c'est un test très facile. Et donc, les enfants réussissaient ce test. Et puis, elle a séparé les élèves en deux groupes. Un premier groupe, elle a dit aux enfants, bravo, tu as réussi, tu dois vraiment être très intelligent. Et puis, au deuxième groupe, elle a dit, bravo, tu as réussi, tu as dû vraiment bien travailler. Et ensuite, ces élèves, ces enfants, elle leur a proposé un exercice plus difficile en disant, bah, vous avez réussi le premier exercice, maintenant on va monter en difficulté et on va faire un exercice qui est plus difficile. Et en fait, elle s'est rendue compte que les enfants du premier groupe, donc à qui elle avait dit, tu dois être vraiment intelligent, avaient dans leur immense majorité refusé de faire ce deuxième exercice. Et elle a déroulé la pelote de mais qu'est-ce qui s'est passé en fait avec ces petits? Pourquoi est-ce qu'ils ont refusé de faire cet exercice plus difficile? Et ça a été le point de départ du fixe et du growth mindset. Parce qu'en fait, quand on dit à quelqu'un, tu as réussi, tu dois être vraiment intelligent, tu es vraiment intelligent ou tu es un champion, on associe la réussite de la personne à sa Ouais. personnalité. Et quand on associe la réussite à la personnalité, donc j'ai réussi, je suis intelligent, ça veut dire inconsciemment que si jamais j'échoue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis bête, ça veut dire que je Mmh. suis plus intelligent. Et ça a été vraiment le point de départ du fixe et du growth, de dire, selon ce que l'on croit, est-ce que l'on croit que l'on est intelligent et est-ce que l'on croit que notre intelligence, elle est fixe, ça va nous enfermer et ça va enfermer, ça va associer notre personnalité à ce que l'on fait. Alors que les personnes qui sont dans le growth mindset, eh bien, c'est des personnes auprès de qui on a valorisé l'effort et qui vont se dire, alors c'est tout à fait inconscient, hein, mais que je réussisse ou que j'échoue, finalement, ça n'impacte pas qui je suis. Ma valeur, elle est ailleurs. Et donc ça, quand on croit qu'on peut réussir ou échouer, eh bien, le risque de la nouveauté n'est plus du tout le même. On Mmh. peut prendre le risque d'y aller, on peut prendre le risque de changer, on peut prendre le risque d'aborder la transformation en se disant, bah, si jamais j'échoue, bah, j'aurais appris et Mmh. j'en ferai autre chose. Je ne serai pas moi touchée dans mon être profond en me disant j'ai perdu qui je croyais être. Et donc je te remercie d'afficher cette slide à l'écran. On voit que le fixed mindset, il repose sur trois croyances principales qui sont que les compétences et l'intelligence sont figées, les efforts sont une preuve de faiblesse. Le véritable talent ne nécessite pas d'efforts. Et les personnes qui sont vraiment ancrées dans le fixed mindset croient ça. Et seul le résultat compte. Finalement, tout ce que j'ai fait avant pour arriver au résultat, ça n'a pas vraiment de valeur. Ce qui compte, c'est est-ce que j'y suis arrivée ou pas. Et quand on est dans le fixed mindset, eh bien, on va associer résultat et identité personnelle. Et donc, on a le sentiment d'être défini par ses réussites et ses échecs. Alors que les personnes dans le growth, elles ont la croyance que les compétences et l'intelligence peuvent évoluer, que les efforts sont un moteur de progression et que les efforts et la progression sont aussi ou parfois même plus importants que le résultat. C'est-à-dire que le processus, tout ce que j'ai fait pour arriver au résultat, est autant valorisé finalement que le résultat lui-même. Et donc, il y a une véritable dissociation entre le résultat, que ça soit réussite ou échec, et l'identité personnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que les travaux de Carol Dweck nous montrent que, au-delà de ces croyances et au-delà de cette association entre résultat et identité, le fixe et le growth mindset vont avoir un impact sur énormément d'autres sujets. Donc ça va être la slide suivante. Et sur la slide suivante, on voit que ça va avoir un impact sur notre façon d'accueillir les critiques, les feedbacks, notre relation à l'apprentissage, le succès des autres, les difficultés et obstacles et les erreurs et échecs. Donc, en fait, de ce point de départ, et c'est pour ça que je trouve que c'est absolument passionnant
de ce point de départ de quelles sont mes croyances et comment j'ai identifié, enfin associé mes réussites et mes échecs à potentiellement à mon identité, eh bien ça va impacter ma façon de recevoir des feedbacks. Donc par exemple, quand on est dans le fixed mindset, on a d'énormes difficultés à accepter les critiques et les feedbacks. Pourquoi? Une fois de plus, parce que on a l'impression, et je suis sûre quand je vous dis ça, que vous pensez à des personnes que vous connaissez qui ne supportent pas de recevoir des critiques négatives ou des feedbacks, et on se dit, mais c'est pas possible, je lui ai juste dit telle ou telle chose, et cette personne, on dirait que je l'ai touchée dans son identité profonde. Mais en fait, ça, c'est du fixed mindset. C'est-à-dire qu'en fixed mindset, on va vivre les critiques et les feedbacks comme si on attaquait complètement notre identité. Et, et, et ça, c'est dur à vivre. Ah Oui, oui, non, ça Swad. c'est clair. On a une question qui me semble ultra pertinente, de Raphaël qui s'interroge sur est-ce que, c'est quelque chose qui se joue, dès l'enfance, cet état d'esprit de go-off ou de fixe? Est-ce que c'est quelque chose aussi d'immuable? Ah bah merci de poser la question et j'aurais dû le préciser dès le départ. Donc, ça s'installe dans l'enfance pour la plupart d'entre nous. Ça peut être complètement renforcé par l'école, parce que l'école, elle apporte une très très grande importance aux résultats. Et l'école, on va regarder les notes des élèves et puis les parents à la maison qui sont peut-être très focalisés sur les notes et pas sur tout ce que l'enfant a fait avant. Donc, ça s'installe dès l'enfance. Et la bonne nouvelle, c'est que le fixe et le growth mindset sont pas des traits de personnalité. C'est vraiment des choses qui peuvent évoluer à tout âge. À partir déjà du moment où on prend conscience qu'on s'est peut-être soi-même enfermé dans le fixe ou qu'on a été enfermé dans le fixe par ses parents, ses enseignants, peut-être ses premiers managers, peu importe, on peut évoluer. On peut évoluer. Et d'ailleurs, moi, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet du fixed mindset parce que j'avais, sans le savoir, j'avais enfermé mon fils dans le fixed mindset. Parce que c'est un gamin qui a énormément de facilité et souvent les enfants qui ont des facilités, ils sont facilement enfermés dans le fixed mindset. Donc je l'avais, mais vraiment sans le vouloir, parce qu'à l'époque j'étais pas du tout au fait de ce fixe et de growth mindset. Mais donc je l'avais enfermé dans le fixed mindset et j'étais totalement désespérée de voir que mon enfant, donc avait énormément de facilité, dès qu'il fallait aller sur des terrains qu'il connaissait moins ou pour lesquels justement il rencontrait de la difficulté, mais en fait, il laissait tout de suite tomber. Il n'avait pas du tout développé ce goût de l'effort. Et c'est en faisant des recherches pour aider mon fils, en me disant, mais c'est pas possible, ce gamin a tellement de potentiel, je peux pas le laisser Oui, enfermé comme ça dans le fixe, mais je savais pas que c'était le fixe. Et en faisant un travail de recherche pour aider mon fils, je suis tombée sur les travaux de Carol Dweck. Et là, je me suis dit, mais waouh, il y a tellement à faire pour les enfants, pour les ados, mais surtout en entreprise, parce qu'en ouais, entreprise, il y a énormément de personnes qui sont enfermées dans le fixed mindset et et, qui n'en ont pas conscience surtout. et qui n'en ont pas conscience et qu'on peut vraiment aider à évoluer. Alors, les managers peuvent vraiment aider les personnes de leur équipe à déjà à prendre conscience de ça. Et puis soi-même, à partir du moment où on identifie qu'on est en fixed mindset, on peut tellement faire évoluer les choses. Alors, j'ai créé deux personnages, un Fifi et Dédé, Juste, pour... tout à l'heure, on Oui, parle de pardon. go off, donc c'est Oui, développement, donc ça t'a amené au oui, personnage de Dédé, donc Dédé pour oui, développement oui, et le fixe oui. pour figé et donc le fifi. Parce que tout à l'heure, on parle de go Ex- off, mais on n'a pas donné la C'est traduction. vrai, Heu, c'est vrai, on a tellement l'habitude d'en parler, mais que voilà, go c'est off, c'est vrai. développement, état d'esprit de développement. Et donc juste pour résumer la première partie, parce que tu as donné beaucoup d'informations. Oui, Donc la question c'était qu'est-ce qui distingue une transformation qui prend, et une qui prend oui, pas? Et oui. ta première réponse, c'est l'état d'esprit, Oui, le alors fixe et le il y a GOF. d'autres choses, hein. Il y a vraiment le temps d'appropriation, pas trop de top-down. Si l'info est uniquement descendante, on court à l'échec. Il y a ce sujet de sécurité psychologique et vraiment, vraiment, vraiment l'état d'esprit des équipes. Ce sujet du growth mindset,
comment sont situées les personnes, est-ce qu'elles sont dans le growth, est-ce qu'elles sont dans le fixe, est-ce que l'organisation les a enfermées dans le fixe, parce qu'on va voir aussi quand, j'espère qu'on reviendra sur ce sujet d'engagement, c'est aussi nous, en tant que manager, en tant qu'RH, qu'est-ce qu'on met en œuvre dans l'entreprise pour que les personnes puissent complètement exprimer leur growth mindset et sentir qu'elles ont le droit à l'erreur, qu'elles peuvent échouer pour apprendre et pour recommencer. Ouais, on a une autre question qui est aussi, je pense, super intéressante sur, ces états d'esprit. Raphaël nous pose: «Est-ce qu'on est 100 fixe, 100 growth? Est-ce qu'on peut être les 2 à la fois?» Alors, on a une grosse tendance, à être dans le fixe ou dans le growth, mais on peut tout à fait varier de l'un à l'autre. C'est-à-dire que, bon, déjà, c'est très très rare d'être 100% l'un ou l'autre. On va imaginer que c'est plutôt un axe et Ouais. que l'on se promène, mais on a une tendance à être plutôt dans le growth ou plutôt dans le fixe. Moi, je connais des gens qui sont très, 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 très dans le fixe, hein, peut-être pas à 100%, mais bien à 95% dans le fixe. Et puis, même si on est dans le growth mindset, eh bien, on peut avoir des moments dans sa vie où on va se mettre en repli dans le fixe, parce que le fixe mindset, c'est aussi être dans sa zone de confort, être dans ce qu'on connaît, et on peut pas tout le temps être en train de se développer. Il y a forcément des moments où on est fatigué, il y a des moments où on a beaucoup donné, il y a des moments où on vit des choses difficiles au niveau pro ou perso. On a besoin de se dire, allez, je rentre dans ma petite cahute de Nul, ouais. protection, là, je me mets Fifi, je me mets dans la peau de Fifi et, et, et laissez-moi tranquille, en fait. Donc, c'est tout à fait OK, et c'est aussi pour ça que je parlais tout à l'heure de temps d'appropriation. Quand ça va trop vite, quand dans les entreprises, il y a un enchaînement de transformations où on n'a pas eu le temps d'intégrer C'est le souvent dernier le cas. changement, et les gens vont avoir un réflexe naturel de se recroqueviller dans leur fixed mindset pour se protéger, en fait. Et bah, ça m'amène justement à ma deuxième question, Judith. C'était, on parle souvent de résistance au changement. Oui, Est-ce qu'on peut creuser un peu le sujet au regard du fixe et du growth? Donc tu parles de réaction avec le fixe. Est-ce que tu peux nous en dire plus? bien sûr. Cette résistance au changement, il faut se poser la question de pourquoi les gens résistent au changement. Ouais. De quoi est-ce qu'ils ont peur? Quels sont leurs besoins qui ne sont pas satisfaits? Quand on résiste, c'est qu'on a au fond de soi quelque chose, enfin, un changement pour du mieux qui me conviendrait bien et pour lequel j'aurais aucune peur. Il n'y a pas de raison de résister, en fait. Donc derrière cette résistance, se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi la personne résiste? Pourquoi elle se retranche dans son fixe mindset? Et donc déjà réfléchir en termes de peur. Moi, il y a un modèle que j'aime beaucoup utiliser, c'est le modèle SCARF. Le Ouais. modèle SCARF, c'est un modèle qui nous montre en fait, donc c'est le scientifique, pardon, je l'ai tellement présenté en anglais que voilà, c'est le neuroscientifique David Rock qui a travaillé sur ce modèle et qui nous dit, donc SCARF, en anglais c'est statut, certainty, certitude, A c'est autonomie, R c'est relatedness, donc l'appartenance, et F c'est fairness, c'est l'équité. Et en fait, ce modèle nous dit, quand ces 5 points, quand on se sent menacé sur notre statut, sur ce qu'on sait, sur notre autonomie, etc., eh bien en fait, le cerveau humain va vivre ça comme une menace et va se retrancher dans tout ce qu'on fait quand on a peur en tant qu'être humain. Hein. Donc, en tant qu'être humain, quand on a peur, que ça soit par une peur de perdre notre autonomie ou parce qu'il y a un tigre qui arriverait pour nous attaquer si on était des hommes et des femmes préhistoriques. Mais en fait, on réagit depuis la nuit des temps de la même manière. Hein. C'est les 3 F, hein. C'est flight, fight ou freeze. Hein. Donc, où on va vouloir se battre, ou on va vouloir s'enfuir, ou on va être tétanisé, on ne va plus Figé, ouais. ouais, on va être figé. Et donc, les menaces
qu'elles soient physiques ou que ça soit des menaces psychologiques ou ces menaces du modèle SCARF, on va réagir exactement de la même manière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai peur de perdre mon statut, et dans une transformation c'est souvent le cas, donc si j'ai peur de perdre mon statut, je vais réagir avec un des trois F. Si tout ce que je croyais jusqu'à présent, mes certitudes, sont ébranlées parce que ça bouge dans tous les sens, et ce que je croyais certain jusqu'à présent, eh bien, je perds mes certitudes, c'est la même chose. Et vraiment, sur les 5 lettres du modèle, à chaque fois qu'on va avoir une de ces lettres qui est potentiellement menacée, eh bien, on va avoir de la résistance au changement parce que les gens ont peur. Les gens ont peur. Là, par exemple, une entreprise que j'accompagne, on leur parle depuis 2 ans d'un déménagement, mais vraiment dans une zone qui ne leur convient pas du tout, et ça veut dire toute une réorganisation des locaux, mais aussi de leur équilibre pro-perso, parce que les gens se sont aussi installés à proximité de leur travail. Ben là, on est complètement dans de l'incertitude. On est aussi dans ce sujet de manque d'équité, de se dire, mais pour moi, c'est pas juste. Je me suis installée à côté de mon travail et maintenant, ben, j'avais 20 minutes de trajet. Maintenant, je vais avoir 1h15. Enfin, tout ça, dès qu'en fait, un de ces 5 points est impacté, on va trouver de la résistance au changement. Vraiment. OK, très clair. On a des remarques, il y a une question aussi. Donc Raphaël nous dit qu'effectivement, ça fait penser, ces questions de peur à l'élément humain de Will Schutz, donc on a parlé dans nos précédents webinaires. Et on a une question de Marie-Claude, posant la question, est-ce qu'il y a un lien entre cet état d'esprit avec, cette notion d'estime de soi ou plutôt de confiance, en soi? Et ça, c'est des notions qui sont très fortes dans l'élément humain. Donc si ça te va Judith, je vais y répondre. Effectivement, avec, l'étude de Carol Dweck, ce qu'on dit aux enfants notamment, ça montre que, les croyances qu'on peut avoir, ça va toucher cette question d'estime de soi, et ça, c'est un travail individuel à faire, que mes erreurs, ce que je peux faire, mes actions ne définissent pas qui je suis et la valeur que je me porte. Cet état d'esprit de growth mindset, ça va effectivement, en dire long sur sa capacité, à croire en soi. Donc cette confiance en soi, sur ses compétences, se dire que quoi qu'il se passe, changement, pas changement, je pourrais y faire face. Je ne sais pas si c'est clair Marie-Claude, n'hésite pas à me dire, dans le chat. Merci beaucoup pour ces éléments sur les résistances au changement. Je sais que, pas mal de nos clients, voilà, font face à ces résistances. J'avais une autre question pour toi Judith, c'était, de toi, de ton expérience, quelles sont les émotions et les réactions, qu'on sous-estime, le plus souvent en période de changement? Alors, je ne sais pas si tout le monde a en tête la courbe du changement et comment la plupart des humains réagissent face au changement, hein. Il peut y avoir, alors, les étapes, on passe pas forcément par toutes les étapes. Il y a des gens aussi qui font des allers-retours, mais on va dire que on a pour habitude de dire qu'il y a une première étape de déni. Ensuite, on peut être dans la colère, puis dans la tristesse, l'abattement, et puis ensuite, on va être dans l'acceptation du changement jusqu'à arriver dans l'intégration du changement. Euh, à mon sens, les émotions qui sont le plus sous-estimées, c'est vraiment les émotions de quand on est dans le bas de la courbe. Mmh. Donc tout ce qui est tristesse, abattement, très souvent dans cette étape-là, ben, les personnes se mettent en retrait et vont avoir tendance à être plutôt silencieuses. Et souvent, le silence, il est accepté, il est pas accepté justement, il est vécu comme de l'acceptation. Oui. Et le silence, c'est pas de l'acceptation. Et d'ailleurs, et quand tu posais la question tout à l'heure de ce qui faisait que des transformations fonctionnaient plus ou moins bien, quand les managers prennent vraiment le temps d'écouter ce qui se passe, mais d'être dans une vraie écoute, hein, d'écouter vraiment ce qui se passe dans les équipes, et qu'il y a suffisamment de sécurité psychologique pour que Ah. les personnes puissent s'exprimer librement, en général, la transformation, elle se passe quand même vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Donc,
silence n'est pas égal à tout va bien pour Ouais. moi, hein, ou je Et suis en train d'accepter. ouais, Ouais, je pense que c'est le truc le plus traître pour l'avoir vécu, et on a entendu parler. C'est vrai que dans les réunions, tout le monde fait: «Mmh c'est super, OK», et derrière il se passe rien et c'est souvent ça qu'on entend: «Oui, pourtant on m'a dit que c'était très clair, ma présentation, que tout le monde était OK, et puis je comprends pas, pourquoi derrière, bah, il se passe rien». Et c'est vrai que c'est vraiment, je trouve, le truc le plus traître, en tout cas pour les managers et les RH parce qu'a priori, il y a pas de signaux. Il se passe oui, juste, rien. oui. Ça, c'est un vrai, la sécurité psychologique, c'est un vrai sujet. La sécurité psychologique, c'est se sentir suffisamment en sécurité, safe, pour pouvoir dire, je ne suis pas d'accord, j'ai pas compris, euh, est-ce que tu peux tout reprendre depuis le début parce que j'ai décroché, poser vraiment ce type de questions sans avoir peur des conséquences en fait, sans se dire je vais être jugé, sans se dire mon manager va penser que je suis débile ou mon manager va penser que je suis le seul dans le groupe à pas avoir compris. Et quand il n'y a pas cette sécurité psychologique, et il y a quand même malheureusement énormément d'équipes où elle n'est pas présente, les personnes s'autocensurent et c'est de pire en pire. Ça passe, plus le temps passe et plus on va être dans l'autocensure. Et là, j'animais une formation auprès de managers et il y a une manager très très forte personnalité qui nous partageait qu'elle, dans son équipe, absolument personne ne prend la Mmh. parole en réunion, jamais. Et alors, je ne lui ai pas dit, mais même moi, elle me fait peur. Elle me fait OK, j'imagine les personnages. C'est faire peur à Judith, je pense qu'il en faut beaucoup. mais vraiment, et je me suis dit, et pourtant, je ne suis pas dans son équipe, et pourtant, moi, j'ai cette posture de formatrice vraiment externe, et elle me fait peur. C'est quelqu'un qui a, je pense que ses équipes doivent l'appeler le dragon ou quelque chose de semblable. Et elle disait, moi, ah, mais moi, personne ne dit rien en réunion. Et j'étais tellement pas surprise. Alors après, on a travaillé là-dessus, mais c'est c'est quand même assez fréquent. C'est quand même assez fréquent. Et il y a aussi, et ça pour l'avoir entendu quand même à de nombreuses reprises, des personnes qui vont exprimer quelque chose en réunion, un désaccord, et qui sont ensuite convoquées par le manager qui va dire attention, quand si t'es pas d'accord, tu n'en parles pas devant le groupe, tu viens me voir après. Mmh. Donc ça crée aussi complètement de l'autocensure. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le manager d'entre guillemets «prendre le risque» de dire: «Bah, en fait, je suis ouvert, à la discussion». Enfin, j'essaie de me mettre à la place de nos prospects, futurs clients, se dire, «Je suis manager, j'ai des directives, qui viennent d'en haut. Le changement, bah, j'ai pas le choix, mais tout le monde y passe». Et j'ai, je sais pas moi, Judith, Christelle qui, en réunion me dit: «Non, elle est pas contente». Enfin, j'imagine la difficulté de dire d'accepter d'être dans l'accueil. Et ne pas enfin, je pense que les managers se disent: «Bah, en fait, si je laisse la parole, on va avoir un effet domino et on va avoir ce côté contamination», non? Ah, mais je pense que la crainte, elle est là et souvent les managers ne posent pas la question parce qu'ils ont le sentiment que si les personnes de leur équipe commencent à ouvrir les vannes, ça va être la catastrophe. Mais en fait, il vaut mieux que les gens ouvrent les vannes devant le manager que dans son dos. Parce qu'évidemment que les vannes, elles s'ouvrent à certains moments, elles s'ouvrent à la machine à café, et les gens se lâchent en dehors de la réunion, et finalement tout ce qui aurait pu être exprimé en réunion, et le manager aurait pu avoir vraiment son rôle là de d'écouter, d'encadrer, de donner de l'info, puis de dire peut-être aussi à certains moments, ben ça aussi, moi, ça me met dans l'incertitude. Moi aussi, ça, je ne sais pas. Il y a aussi cette posture quand on est dans le growth mindset, et si on a envie de transmettre le growth mindset à ses équipes, à certains moments de dire, ben ça, moi aussi, je ne sais pas. Voilà, je suis au même niveau que vous. Ça, je ne sais pas. Et quand, en tant que manager, on, on, on peut dire qu'on ne sait pas ou qu'on s'est trompé, c'est aussi donner la permission aux autres de le faire. Ouais. Vraiment. On a Raphaël qui nous dit: «Il y a peut-être aussi un sujet de sécurité psychologique du côté des managers». C'est On en parle certain. rarement. Ça, c'est certain. C'est Ouais. certain. Et là, j'ai eu le cas.
un directeur d'agence dans le BTP qui a carrément été convoqué par la direction générale parce que et il a été recadré parce qu'il avait fait part de ses doutes, etc. Donc évidemment que la sécurité psychologique des managers, Elle vient aussi d'en haut. ouais, c'est certain, c'est On en certain. Et si eux-mêmes ont peur, ben en fait, il y a voilà par un effet de cascade, répercussion ouais. complètement, il y a vraiment un effet de cascade. Toutes les études Gallup sur l'engagement, donc je ne sais pas si vous êtes familière avec Gallup. Donc Gallup, c'est un énorme institut américain qui mesure le niveau d'engagement des équipes dans le monde. Donc en fait, ils ont un questionnaire très simple en 12 points, que j'adore d'ailleurs, je le trouve vraiment super. Donc c'est 12 points qui permettent de mesurer l'engagement des équipes. Et il y a vraiment des centaines et milliers d'entreprises en France et dans tous les pays qui répondent à ce questionnaire et ça mesure le niveau d'engagement des équipes. Et ce niveau d'engagement, il est mesuré depuis plusieurs années maintenant. Et le niveau d'engagement des managers ces dernières années, il a considérablement baissé. C'est-à-dire que le niveau d'engagement des collaborateurs, il a toujours été quand même relativement bas, Ouais. surtout en France. En France, en Europe, on est, selon les années, on est dernier ou avant-dernier. Mais les managers avaient quand même, eux, resté quand même engagés. Et là, sur les 2 dernières années, Ça s'est écroulé? ça s'est écroulé pour les managers aussi. Ça s'est écroulé pour les managers aussi. Mmh. Donc, la sécurité psychologique des managers, oui, bien sûr, elle entre aussi énormément en ligne de compte. Ouais, j'ai Patricia qui nous dit sur le chat, on en revient souvent à la posture du manager, ce qui m'amène à ma prochaine question, c'est de ton expérience, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu vois chez les managers en période de transformation et qui ont un impact sur justement cette question d'engagement? Alors, souvent, les managers sous-estiment l'impact de la transformation sur leurs équipes. Alors, soit parce que eux-mêmes sont peut-être plus loin dans la courbe du changement, ils ont déjà avancé et ils pensent que les autres avancent au même rythme qu'eux. Donc ça, moi, je le vois assez souvent. Je vois beaucoup de managers aussi qui ont envie de convaincre que c'est bien cette transformation plutôt que d'écouter. Et en fait, écouter, ça permet ensuite de donner les bonnes conditions pour accueillir le changement. Mais directement vouloir convaincre, c'est pas la bonne idée. Vouloir aller trop vite aussi. Très souvent, les managers ont envie que leur équipe soit performante parce que eux-mêmes ont une pression, eux-mêmes sont attendus sur des résultats. Donc, ils ont envie que ça aille vite. Les personnes ne suivent pas forcément. Euh, Certains parfois sont trop optimistes aussi sur. Peut-être que vous avez déjà rencontré des managers Oui. ultra optimistes pour qui tout va bien se passer et vous allez voir. Et en fait, peut-être que ces managers ne voient pas que les personnes qui sont en face d'elles sont en souffrance. Et ça fait lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Pour peu que les personnes restent silencieuses, mais on se dit bon bah allez, c'est bon, allez, ça va le faire, cheer up, on va tous aller manger ensemble et puis après ça va repartir. Donc chez certains un excès d'optimisme. Pour revenir aussi sur Gallup, quand on voit les chiffres de l'engagement en France, donc je vous ai dit on est dernier ou avant-dernier, l'écrasante majorité des salariés ne sont pas engagés en fait. Et Mmh. parce que pour plein de raisons, hein, les conditions sont pas forcément réunies. Et donc, Judith, pardon, je te coupe. Est-ce oui, que tu as les chiffres sous les yeux pour que ça soit parlant ou pas? oui. Alors Gallup, il divise en fait en 3 parties. Il considère qu'il y a, ils appellent ça les salariés activement engagés. Donc les salariés activement engagés, c'est les salariés qui sont force de proposition. Dès qu'il y a un nouveau projet, ils lèvent la main. Moi, je veux y aller. Voilà, ceux-là, c'est les activement engagés. En France, on est toujours en dessous de 10%. D'accord. Selon les années, là, je crois que l'année dernière, on était à 8, mais l'année d'avant à 6. On oscille entre 6, 8. Je crois qu'il y a une année, on était à 9, mais voilà. Donc,
c'est moins de 10%, c'est très, très, très faible. C'est très, très, très faible. L'Europe, c'est plutôt autour de 12 et au niveau mondial, c'est plutôt autour de 20. Donc vraiment, en France, Ah oui, activement engagé, c'est très faible. Ensuite, il y a le gros des troupes. C'est les salariés qui sont désengagés. Et après, il y a les activement désengagés. Alors, désengagés, c'est quoi? C'est des salariés, en fait, ils font leur job. Hein. C'est pas qu'ils font pas leur job, mais ils viennent au travail pour repartir. C'est-à-dire qu'ils arrivent le matin, ils font ce qui est attendu d'eux, mais ils font pas plus. Puis si on leur demande plus, ils diront ben non, mais c'est pas sur ma fiche de poste ou ben non, je dois partir. Ce sont les salariés, voilà, qui font le strict minimum et dès qu'ils peuvent repartir, ils repartent. OK. Ça, c'est vraiment, on est autour, selon les années, on va être autour de 70% des troupes. Et puis, il y a les salariés que Gallup appelle activement désengagés. Et les salariés qui sont activement désengagés, eh bien, eux, non seulement, ils font même pas forcément le strict minimum, mais en plus, ils vont avoir un discours négatif et ils vont essayer de convaincre, d'embarquer les salariés du milieu, là, nos 70%. Ils vont essayer de les tirer vers leur propre Le niveau, quoi. catégorie ouais, OK. d'activement désengagés. Et donc, ces salariés activement désengagés, ils contestent, ils sont pas d'accord. Dès qu'on leur parle de transformation, alors eux, ils montent au créneau, ils sont en colère. Et le risque, c'est que ces personnes-là, donc c'est autour de 20%, donc ça veut dire dans une équipe de 10, bah, potentiellement on en a quand même peut-être deux, ils vont essayer ils vont essayer de convaincre, alors ceux qui sont au milieu, ils vont essayer de les tirer vers le bas et de les ramener à eux. OK. Et donc, pourquoi on est parti sur tout On ça? est je Oui, posais la question, les erreurs du manager. Donc j'imagine que le manager, techniquement, il devrait essayer d'avoir l'influence sur la zone du milieu, ceux c'est qui sont un peu ça, neutres, qui font le travail, et du coup, j'imagine, enfin, pas en plus, c'est contre-intuitif. Tout à l'heure, tu disais que souvent le manager, il va essayer de convaincre, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'on lui demande. Parce qu'on présente souvent le manager comme le relais de la transformation. On parle du maillon complètement. clé, qu'il faut y aller, qu'il faut embarquer. Alors Oui. que toi, tu es en train de nous dire, tu es en train de nous expliquer que le manager, au contraire, il devrait, plutôt être dans l'accueil, laisser du temps, Et et être plus attentif à justement par rapport à la courbe du changement, où se trouvent, les membres de son équipe, si je comprends bien. où se trouvent les membres de son équipe et lui mettre les conditions dans son équipe, en fait, pour que les personnes s'engagent. C'est-à-dire que plutôt que de dire, allez, je vais aller motiver les autres, cheer up, allez, let's go, on y va, installer, en fait, ce qui est nécessaire dans son équipe pour que les personnes aient envie de s'engager. Et donc, on a parlé évidemment d'être à l'écoute. Il y a une question de sens. Pourquoi est-ce que je m'engage? Est-ce que je trouve du sens dans ce que je fais? euh, je sais pas si, alors ça m'intéresserait d'avoir après les témoignages des personnes qui sont présentes là dans le chat, mais moi j'entends, mais de plus en plus ces 10 dernières années, des gens qui disent oui, bon, ben, nous on sauve pas des vies. Mais j'entends tout le temps ça. C'est vrai. Oui, bon, ben, nous, alors, on sauve pas des vies. Alors, ok, c'est super de se dire ça pour réduire le stress et la pression. C'est vraiment bien de se dire on sauve pas des vies. Mais est-ce que de tout le temps se répéter qu'on sauve pas des vies, on n'est pas aussi en train de se dire, bah finalement, moi, mon job, Il est pas important, quoi. oui, quel est le sens de mon travail? Moi, je sauve pas des vies, hein, donc finalement, quel est le sens? Moi, je travaille dans une entreprise industrielle. Est-ce que c'est important finalement ce que je fais? Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a bon, déjà, il y a une perte de sens. Hein, beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi elles font ce qu'elles font. Ça, c'est certain. Mais de réimpulser ce sens, je pense que pour les managers, redonner le sens de dire mais pourquoi est-ce qu'on est là? Et pourquoi est-ce qu'on est là? C'est pas seulement pourquoi est-ce qu'on est là par rapport à la mission de l'entreprise, c'est aussi pour moi pourquoi est-ce qu'on est là en tant qu'être humain. Parce que le lieu du travail, c'est vraiment le lieu où aujourd'hui on côtoie le plus de personnes. Hein. Notre vie sociale, elle se fait majoritairement au travail.
Et donc, moi, en tant qu'individu, comment est-ce que je contribue par mon travail et par la qualité des relations que je propose aux autres? Comment est-ce qu'à ma petite échelle, je contribue à faire que toutes les personnes avec qui j'interagis au quotidien, ben, ça se passe le mieux possible pour elles? Et pour moi, le sens, il peut vraiment être là, de se dire, ben moi, quand je fais bien mon travail, il y a des répercussions sur mes clients internes, externes, mes fournisseurs, mes collègues. Et ça a énormément de sens en fait, de se dire, mais moi, c'est pas parce que je suis pas chirurgien ou urgentiste que mon travail n'a pas de sens, Il n'a et pas de valeur, oui. de réfléchir en termes de contribution, comment je contribue à la vie des personnes que je croise tous les jours au travail, mais ça déjà, ça a énormément de sens. Parce que quelqu'un, par exemple, qui fait tout le temps la tête ou qui est tout le temps en train de rouspéter de tout, ben ça va avoir des impacts sur les autres. Ou quelqu'un qui fait mal son travail. Je donnais l'exemple la dernière fois à une de mes clientes, donc responsable RH, qui a oublié avant de partir en vacances 3 semaines de transmettre ma facture à la compta. Et bon, elle a oublié, ça arrive. Ça arrive, oui, beaucoup, mais c'est un impact du coup. Mais donc, bah oui, forcément. Donc, elle, le sens aussi de son travail, ben, ça a eu un impact sur moi qui était, bah oui, payé avec un délai supplémentaire. Donc, ce sens-là, c'est tout ce qu'on fait au quotidien dans notre travail avec tout notre écosystème est impacté par la qualité de ce qu'on propose. Et je partage une réflexion que je me suis faite en formation manager. Je sais pas si j'ai le temps ou pas, mais j'ai Vas-y, le temps ou partage-nous, il nous pas? reste 15 Ouais, minutes, je ouais. partage une réflexion. Tu as Euh, commencé la dernière question, donc vas-y, on a un peu le temps. euh, on, euh, on est en tant qu'individu qui travaillons dans une entreprise ou en étant indépendant, on est motivé. Il y a 3 familles principales de motivation qui sont la sécurité. Donc, je suis motivée par un cadre, des repères fixes, mes objectifs. Voilà, j'aime être dans mon cadre et ça me motive, ça me rassure. Donc, il y a la sécurité. Ensuite, il y a l'appartenance. Donc, j'appartiens à une équipe. Je suis contente de retrouver mes collègues le matin. Ça me fait plaisir parce qu'il y a une bonne ambiance au travail. Et puis, il y a la croissance. J'apprends, je me développe, voilà. On a tous et toutes ces 3 familles, mais souvent, on a une famille dominante qui nous Mhm. motive plus que les autres. Et la réflexion que je me suis faite, c'est que très probablement, et je l'ai vérifié pour l'instant sur une centaine de personnes, ça collait à 80%, très probablement, notre contribution première, elle est dans notre famille dominante première. C'est-à-dire que si je suis motivée en famille dominante par la sécurité, ben moi, mes meilleures contributions, ça va être d'apporter un cadre aux autres, de leur donner de la structure, peut-être de rédiger un process, de faire un beau fichier Excel, parce que moi, ça me motive et ça va être une belle contribution aux autres. Si je suis en famille appartenance et que moi j'ai besoin de mes collègues, probablement que mes meilleures contributions, ça va être d'être la personne qui va voir les autres, dire ça va, tout se passe bien pour toi, je vais organiser le pot de fin d'année ou le collègue qui part à la retraite. Je vais être tout le temps moi en impulsion d'appartenance. Et quand je suis en famille croissance, parce que moi j'aime apprendre, me développer, ben, potentiellement mes meilleures contributions, elles vont être dans faire grandir les autres, leur apprendre des nouveautés, aller chercher de l'info pour la transmettre aux autres. Et alors ça m'intéressera de savoir les personnes dans le groupe si ça leur parle ou pas. Et pour moi, le sens au travail, on peut le ramener à ça. On peut se dire, ben Ah, c'est moi, 3 alors moi, domaines. ben voilà, donc Ok. moi, Judith, réellement, ce qui me motive ma famille dominante, c'est la croissance. Moi, j'aime apprendre, me développer en permanence, aller chercher de la nouvelle information et des nouveaux savoirs. Et le sens, moi, c'est pour moi, c'est d'amener les autres aussi à se développer et de les aider à être dans la croissance.
Et je pense que le sens, on peut aller le chercher dans ces 3 familles et pas de se dire: «On sauve pas des vies» ou Oui. Oui, ça a l'air plus accessible, ça me fait sourire parce que je pense du coup à notre équipe et là je pense à Amaury et Raphaël qui qui nous écoutent. Effectivement, Amaury, tu vois, par exemple, c'est typiquement, le type ultra carré qui est vraiment en ligne de front, qui va tout structurer, vraiment et vraiment là je le lis à ce truc de sécurité. Et Raphaël, il va être vraiment dans je pense dans la famille des croissances, donc il va tout le temps partager, tout le temps chercher la dernière nouveauté, voilà, j'ai paramétré mon cloud, on va prendre 15 minutes, je te montre Swad pour que tu puisses prendre aussi. C'est vrai, Amour il dit: «Je sauve pas Swad, mais je sauve pas de vie, mais je sauve Swad». Très juste, très, très juste et moi, j'ai besoin de me sentir appartenir vraiment à un clan, vraiment ce côté très, clanique et je pense être plutôt dans le côté un peu, du care, ça va, vérifier que tout le monde va bien et cetera. Mais effectivement, c'est très juste parce que c'est une autre grille de lecture que j'avais pas par Mais rapport à notre équipe. Et là, ça fait vraiment très sens. Donc je te confirme, première réaction. Je laisse aussi le chat réagir. j'aimerais Heu, vraiment avoir bien les réactions de est-ce que voilà, est-ce que vous avez l'impression que, ce qui vous motive le plus, c'est là où vous contribuez le mieux? Et pour moi, le sens vraiment, il est là. Et je pense que pour un manager, savoir qui dans son équipe est en telle famille et enfin, voilà, mettre toutes les conditions possibles en place pour que la personne puisse contribuer dans sa famille dominante et donc, et donc trouver du sens dans sa famille dominante. Donc ça, OK. c'était dans ce que peut faire un manager pour son équipe. Évidemment, il y a le sujet du feedback. Alors, Faster Class, c'est votre sujet number one, big, big, plus, plus, plus. Mais évidemment, le feedback. Enfin, le feedback, c'est une clé Et oui, et pour rebondir à ce que tu disais en tout début avec Carol Dweck sur la différence entre un compliment, «Tu es intelligente, oui, tu dois être super forte» et oui, cetera, qui est lié à l'identité et le oui, feedback qui va être plutôt en lien sur, les faits, que qu'est-ce que j'ai fait, pour, arriver complètement, à ce stade-là? C'est vraiment ça ce complètement. que va alimenter cet état d'esprit de croissance, et de développement dont on parlait donc oui, oui, effectivement, là, encore une fois, je réfléchis à tout ce que tu nous as dit et fais des liens entre tous nos sujets. Ah, mais Heu, c'est certain que le feedback, quand il est bien fait, c'est un feedback qui alimente le growth mindset. C'est pas un feedback où on va dire à la personne, tu es intelligente, tu es une championne. C'est le c'est du feedback compliment. et ouais, complètement. C'est le feedback qui va alimenter vraiment le growth mindset. Et donc, pour les managers, il y a évidemment donner du feedback et il y a aussi en demander. Demander du feedback au-dessus, mais en dessous aussi. Demander dans son équipe à recevoir du feedback. Et aussi, autre chose importante en période de transfo, parce que le feedback, c'est valable tout le temps, hein, en Oui, c'est transfo clair. Ou et hors pas, transfo. c'est Oui, indispensable. c'est indispensable, c'est valable vraiment tout le temps. Euh, en période de transfo aussi, ce qui est très important, c'est de vraiment donner ou redonner une zone d'initiative, du pouvoir d'action aux personnes. Parce que je pense que tellement de personnes vont résister au changement parce que, et on l'a vu dans le modèle SCARF, hein, la perte d'autonomie, en fait, dans le changement, à un moment, on se sent plus forcément compétent, on se sent plus à sa place et on a le sentiment de subir et de dire aux personnes, enfin de trouver en tout cas dans son équipe de la, de la place pour que les personnes puissent sentir qu'elles reprennent le contrôle en fait. Ouais, Quand on sent qu'on perd le contrôle, c'est l'être humain ne supporte pas de perdre complètement le contrôle. C'est très difficile. Et de laisser des marges de manœuvre pour qu'il y ait des zones d'initiative mais même si elles sont minuscules, mais pour que les personnes sentent qu'elles reprennent, qu'elles ont où s'attraper en fait, hein, parce ouais. que quand j'ai pas de prise, ça glisse. Ben, si ça glisse, je me Je casse la pars. figure. Mmh. Pardon? J'ai dit: «Je pars», je glisse, je pars et donc je me désengage. Exactement. Voilà. Donc pouvoir se raccrocher à reprendre un peu le contrôle sur certains sujets. euh, Voilà, pour avoir ce sentiment que que tout ne dépend pas des autres et que moi juste je subis en fait ce qui est en train de se passer.
Donc, si je récapitule par rapport, parce que je ne l'ai pas formalisé, mais on y était amené. Donc, quelles sont les conditions que peuvent mettre en place les managers pour justement favoriser cet état d'esprit de développement et engager les équipes? On a parlé de sécurité psychologique. Ça, c'est un sujet qui revient fréquemment dans nos webinaires. C'est un Oui, sujet clé. On a créé une petite ressource, avec Masterclass pour celles et ceux qui la souhaitent. N'hésitez pas à m'écrire par mail, je répondrai, je vous donnerai dans, cette ressource. Et il y a aussi un petit test à faire passer dans vos équipes pour évaluer le niveau de sécurité psychologique. Ça sera un premier indicateur pour savoir, où vous positionnez, avec votre équipe. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire, donc swad@fasterclass.fr. Je laisserai Amo mettre mon adresse mail, s'il te plaît, Amo, puisque tu me sauves tout le temps. Hem, Ensuite, la culture du feedback est clé aussi, on l'a vu. complètement, complètement. Et tu as parlé aussi de donner du sens et à chaque fois on Oui, dit donner du sens, on a cette idée un peu de passer de la strate, de l'entreprise, la rendre accessible et la transcrire à l'échelle de l'équipe. C'est important de le faire, mais toi tu as donné, 3 domaines entre guillemets, plus accessibles, ouais, pour comprendre ses collaborateurs et pour attacher aussi, du sens à son travail. Donc tu nous as parlé de croissance, de famille de croissance, de développement, non croissance et développement c'est la même chose, pardon. Sécurité sécurité, appartenance. et appartenance, pardon. Oui. Est-ce que j'ai oublié une condition, Judith, ou j'ai bien résumé? Et dans les conditions, permettre que cette zone d'initiative, en fait, vraiment se dire qu'on redonne, qu'on donne ou qu'on redonne du lest aux personnes pour qu'elles puissent prendre des initiatives dans le cadre qui est évidemment défini par l'entreprise. OK. Oui, effectivement, le contrôle, on en parlait aussi, pendant le webinaire avec l'élément humain, cette notion de contrôle et cette peur de ne pas se sentir compétent. Encore une fois, ça revient à ce qu'on disait sur l'état d'esprit de développement. Donc, voilà, c'est super important, de créer cette petite zone d'autonomie, pour justement aller nourrir cette idée de: «Je suis compétent dans cette situation et je peux y faire face». OK, très clair. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. On avait une question de Patricia depuis un moment. Comme on était dans notre foulée, on va la prendre maintenant si ça te va, Judith. Combien de Bien temps en sûr. moyenne, puisque naturellement c'est propre à chaque individu, mais en moyenne pour un collaborateur, pour vivre une courbe entière du changement? Alors Patricia, alors merci beaucoup pour cette question qui me met en grosse, grosse difficulté. Donc comme je suis dans le growth mindset, j'adore être en difficulté. Euh, en fait, je peux pas y répondre parce que ça dépend de plusieurs choses. D'abord, ça dépend du type de changement. Est-ce que c'est un changement, on va dire de niveau 1, j'ai un nouveau logiciel, bon, je fais un peu de résistance et puis finalement, je vais m'y mettre. Ou est-ce que c'est un changement de niveau 2, vraiment un changement plus profond qui remet en question qui je suis, par exemple, bah, jusqu'à présent, je manageais une équipe de 3 et là, je me retrouve à manager une équipe de 12 où j'étais manager et je n'ai plus d'équipe. Alors ça, c'est plutôt dans ce sens, je l'ai vu très souvent. Donc, j'étais manager, on réorganise, je n'ai plus d'équipe. Donc là, ça va venir toucher mon identité. Hein. Je suis manager, je suis plus manager. Et donc, ça dépend déjà du type de changement. Et après, ça dépend tellement de la personne. Il y a des personnes qui ont l'habitude et vont se relèvent vite. Et puis, il y a des personnes qui ne se relèvent pas. Il y a des personnes qui ne se relèvent pas. Et enfin, moi j'ai travaillé pendant 15 ans à l'APEC avant de me mettre à mon compte. J'ai pendant les 5 premières années à l'APEC accompagné des cadres en reconversion ou qui avaient perdu leur emploi. Et donc là, ça touchait pour certains leur identité. Hein. J'étais directeur et aujourd'hui je ne le suis plus. Euh, il y a des personnes qui ne se relèvent pas. Il y a des personnes qui ne se relèvent pas. Donc ça peut prendre énormément de temps, comme ça peut aller très vite. Donc ça dépend des personnes, ça dépend du type de changement et ça dépend aussi de comment on accompagne la personne.
Est-ce que la personne, elle va être bien accompagnée? Est-ce qu'elle va être écoutée? Est-ce que ses souffrances vont être entendues? Et je voudrais quand même dire quelque chose, c'est que c'est à 70% le manager qui est vu comme responsable. Dans 70% des cas, les gens, par exemple, quittent leur entreprise. Quand on cause d'un les manager. interroge, ils vont dire que c'est à cause de leur manager. Et dans l'étude Gallup, on retombe sur ces 70%. Les managers, ils sont vus comme responsables à 70% de l'engagement des personnes. Donc, il y a des attentes énormes envers les managers, que ça soit en période de transfo ou pas. Et donc, en période de transfo, si les collaborateurs, collaboratrices considèrent que leur manager ne donne pas de sens, ne sécurise pas, n'est pas à l'écoute, ne donne pas de feedback, ne donne pas de pouvoir d'action, ben, ça sera le manager qui sera vu comme responsable, en fait, du fait que les personnes n'ont pas traversé cette courbe. Oui, soit tu veux dire quelque chose? Ouais, pour compléter, en fait, ça m'a fait penser aussi à, cette question de temps, à nos échanges quand on préparait la formation qui va tarder à sortir, mais quand on parlait de courbe de changement, on disait que c'était pas quelque chose de linéaire, qu'on pouvait revenir en arrière, faire des allers-retours. Ça m'avait marqué parce qu'effectivement, j'avais cette idée d'étape par étape, c'est comme si on monte un escalier et à la fin Oui, on s'en sort. Mais cette idée que pas du tout en fait. Effectivement, on peut faire des allers-retours entre la tristesse, la l'acceptation et cetera. colère. Ouais, Il y a des personnes qui vont faire la balance colère, tristesse, ça va durer 6 mois. Et puis, il va se passer un truc, on ne sait pas quoi. Hop, on passe dans l'acceptation et très rapidement l'intégration. Euh, Ça dépend énormément des individus. Et une fois de plus, voilà, est-ce que le manager donne du sens? Est-ce qu'il sécurise? Est-ce qu'il est à l'écoute? Est-ce qu'il fait des feedbacks? Est-ce qu'il donne du pouvoir d'action? Tout ça, ça va faire la différence. Vraiment. dis-nous Patricia si ça te semble, plus clair. En attendant, je vois qu'il est 29, il nous reste une dernière question. Je vais prendre quand même le temps on va prendre le temps d'y répondre si ça te va Judith. On a une question de Oui. Sandra qui nous dit: «Comment faire en sorte que les désengagés ne parlent pas trop fort et que les engagés osent se désolidariser?» Alors, est-ce qu'on est sur les désengagés ou sur les activement désengagés, la dernière, Les résistants plus quoi. ouais, c'est ça. Ceux qui vont essayer de venir Elle a dit convaincre activement. les activement désengagés. Ouais. Oh là là, ces activement désengagés. Ça, c'est vraiment, eux, ils sont vraiment, vraiment, vraiment très, très problématiques. Soit je te vois rigoler. Oui, parce que ça m'a fait oui. Du coup, ouais, comment faire en sorte que cela ne propage pas? Heu, Alors, moi, je pense que, évidemment, eux, comme les autres, il faut les écouter. Il faut les écouter alors, pas en collectif, là, vraiment plus en individuel. Écouter leur colère. Les activement désengagés, très souvent, ils sont en colère. Donc, écouter leur colère, et peut-être essayer, par rapport à ces trois familles qu'on a vues tout à l'heure, hein, donc sécurité, appartenance et croissance, de comprendre eux ce qui les motive. Ils vont tomber dans quelle famille et de les amener à contribuer sur une de ces familles. Donc par exemple, un activement désengagé où on comprend que lui, sa famille dominante, c'est l'appartenance, eh bien peut-être de lui donner une mission d'organiser un événement pour toute l'équipe, ou si sa famille c'est sécurité, bah, de voir comment cette personne elle pourrait euh, bah, contribuer en amenant de la sécurité. En fait, l'idée pour les faire sortir de cette colère d'activement désengagé, bah, c'est donc de d'essayer de trouver du sens à leur contribution. Voilà ce qui me vient là spontanément à pour l'esprit. répondre à votre question. Je vois qu'il est 31. J'espère Sandra, on a répondu à ta question. Si besoin, n'hésite pas à nous recontacter par email ou à prendre rendez-vous, Oui, parce que avec ouais, c'était moi, très court là. La ouais, question aurait nécessité vraiment de creuser un peu le sujet. oui, vraiment. Là, en 1 minute, je vous ai dit ce qui me passait par la tête par rapport à ça, mais on peut prendre vraiment le temps de creuser, et de répondre en plus de temps.
Avec grand plaisir. En tout cas, Judith, mille merci pour ton temps et tous ces apprentissages. N'hésitez pas à partager dans le chat ce que vous avez retenu, ce qui vous a marqué dans ce que, Judith nous a partagé aujourd'hui. La nouveauté, c'est que voilà, notre collaboration sonne tellement bien avec Judith qu'on a décidé de prendre, le pas du growth mindset en sortant une nouvelle formation dans le catalogue Fasterclass, et qui va sortir très prochainement, dans 2 semaines. Voilà, on l'a déjà, voilà, testé sur des clients, voilà, on a eu des retours, ultra, favorables. Donc, en tout cas, c'est un plaisir de travailler avec toi, Judith. J'espère que ça s'est Merci. ressenti, donc n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Donc voilà, nous, Judith et moi, on est disponibles, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et puis, sinon, je vous dis, à très vite. Merci pour votre écoute et au prochain webinaire. Merci, merci beaucoup, Swad, et merci à toutes et tous pour votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.